Bonsoir mes petits poulets. Je sais pas si je vous avais montré mes petits livres imprimés pour le mois de juillet. Vous savez, avec ma petite imprimante. Qu'est-ce que j'ai lu en juillet? Soleil fantôme de Gaël Aymon, Miss Percy, À nul autre pareil, Les filles de Manhattan, L'aurore et la ronce, La magnifique, La route des lucioles. Oui, j'ai du mal à lire, c'est trop petit. Un psaume pour les recyclés sauvages, Au-delà du désert. Que des livres dont je vous ai parlé normalement. Et que j'ai apprécié. J'imprime surtout ceux que j'aime. Évidemment, ceux que j'aime pas, ceux que j'ai mes moyens, je les imprime pas. Et maintenant, je vous montre le sticker du mois d'août. Je crois pas que je vous l'avais montré. Voyage, voyage. Mais oui, je suis allée pendant les vacances en Bretagne et en Slovénie. Et ben, je ne connaissais pas la Slovénie. Bon, il faisait aussi chaud qu'ici, mais c'est magnifique. Il faut aller se baigner dans les lacs, je vais y arriver. Voir les grottes de Postojna, enfin vous chercherez sur internet, des grottes magnifiques. On est dans un petit train, comme un petit train de parc d'attractions, et zou, on file dans la grotte. Ça allait un peu vite, je me suis dit, s'il y a une roche qui se décale un peu, ça me fait un trou dans le cerveau. Mais enfin, j'ai gardé mon cerveau, tout va bien, il faisait 9 degrés. Ça faisait un peu de bien dans ce monde chaleureux. D'ailleurs, je suis sûre que vous êtes comme moi, vous êtes heureux que la canicule semble enfin fini. On va peut-être enfin respirer, enfin dormir. Voilà, enfin quoi. Alors, je ne sais pas si vous avez vécu l'actualité du 12 août. Je ne vois absolument pas ce que ça donne. Signe que ce sont des bonnes lunettes. Des lunettes de quoi? Des lunettes d'éclipse solaire. Alors, moi, je suis revenue de vacances et je me suis dit, oh, faut acheter des lunettes pour l'éclipse. Oui, j'y ai pensé vachement à l'avance. Hein. Du coup, il n'y en avait plus. Du coup, je me suis dit, bon, de toute façon, Aurore va dormir, ou j'ai pas envie qu'Aurore bouge ses lunettes et qu'elle se grille la rétine, bref. Donc, mon mari, en allant se promener le soir et aller en extérieur, il observait de loin les gens qui regardaient l'éclipse. Vous avez vu le 1. Et notre voisine super gentille lui a prêté ses lunettes pour qu'il puisse regarder l'éclipse. Du coup, on a montré à Aurore les lunettes. Et je lui ai montré sur mon téléphone des photos d'éclipse pour qu'elle voie ce que c'est. Dites-moi en commentaire si vous étiez passionné, si au contraire, rien à faire, si vous étiez dans un endroit dégagé, parce qu'en général, c'est mieux de le voir en pleine campagne qu'en pleine ville où on voit rien avec les immeubles. La prochaine, c'est en 2081. Donc, message pour ma maison de retraite. J'espère que ma maison de retraite me fournira des lunettes d'éclipse. On sait jamais si je suis encore là. Bref, commençons. J'ai raconté à Aurore Hansel et Gretel. Alors, je sais pas vous. Bon, là, c'est toujours de Grimm. Je dis pas de bêtises. Mais ici, oui, je vérifie, évidemment. Oui, hein, oui, c'est Grimm. De Zelensky au dessin. Alors, pas Zelensky Volodymyr. Hein. Il a autre chose à faire, il fait la guerre en Ukraine. Enfin, il est en Ukraine, enfin, bref, vous avez compris, quoi, le dirigeant de l'Ukraine. C'est Paul O. Zelensky et raconté par Rika Lesser. Les dessins sont un petit poil austères. Mais ça fait un peu de tableau flamand, j'y connais rien en peinture. Marianne me tirerait les cheveux de dire des trucs horribles comme ça. Mais ça fait un peu comme des peintures. C'est un peu austère, mais c'est assez joli. Vous connaissez l'histoire d'Hansel et Gretel? Non. Déjà, moi, à chaque fois, je ne sais pas vous, je me dis toujours, c'est qui Hansel, c'est qui Gretel? Hansel, c'est la fille ou le garçon? Hans, Hansel, garçon. Gretel, Greta, Grete, la fille. Nous sommes dans une famille pauvre. Et puis, les parents n'ont plus de quoi nourrir les enfants. Et donc la mère, oui, c'est toujours les femmes qui mettent le bazar dans les histoires, c'est sympa, hein, les belles-mères, la mère d'Hansel et Gretel, enfin vous verrez. Hein. Vous me direz si je me trompe. Enfin bon, la mère d'Hansel et Gretel dit à son mari, on n'a plus de sous, on les emmène dans la forêt, on les abandonne. Solution. Bah oui, bien sûr, c'est très éducatif comme idée. Et donc ils y vont. Sauf que la première fois, Hansel, qui est malin, sème des petits cailloux. Et puis une fois qu'ils ont attendu leurs parents qui ne reviennent jamais, ils reprennent le chemin de leur maison en regardant les petits cailloux qui brillent. La mère est pas contente, ça a raté de perdre les gosses. Zut. Deuxième fois. Cette fois-ci, Hansel prend des petits bouts de pain qui sème sur son chemin. Sauf que quand il veut revenir à la maison, problème, les oiseaux ont mangé les bouts de pain.
Du coup, ben, les pauvres enfants sont un peu déprimés. Gretel, elle ne fait que de pleurer. Elle ne cherche aucune solution, Gretel. Hein. Heureusement, dans la suite de l'histoire, elle est un peu plus active, quoi, un peu plus inventive. Ils arrivent devant la maison de leurs rêves. Des crêpes, des gâteaux, les fenêtres en sucre, les sucres d'orge. Quelle serait pour vous la maison de vos rêves à manger? Chocolat, tarte au citron, j'en sais rien. Donc ils commencent à manger la maison, réflexe normal quand on a faim. Et là, la sorcière, elle est pas assez sorcière, je trouve. Elle dit, bah, mangez pas ma maison. Oui, c'est vrai que ça se fait pas quand même. Et donc là, le pauvre Hansel est dans sa cage et Gretel est la bonne à tout faire. Et chaque jour, la sorcière lui dit, montre-moi ton doigt, voir s'il est assez gros pour que ça veut dire que t'es gras et je te mange. Hansel, qui est malin, prend un os de poulet, comme ça, toujours faim, quoi. Il grossit pas. Bon, la sorcière, elle en a marre, elle veut faire son petit ragoût. Donc elle lui dit, bah, je vais te manger quand même. Donc elle dit à Gretel, bon, tu vas sur la planche, tu vas au bout. Dans cette version, c'est ça. Voilà, le pain va être bientôt cuit, tu regardes si le pain est cuit, etc. Gretel, elle a compris qu'elle va se transformer en steak. Elle dit, ah, je comprends pas, comment faut faire? Elle fait la bête, quoi. La stupide, l'idiote, si vous voulez. Et donc la sorcière dit, t'es bécasse quand même. Elle va dans le four et là, Gretel, pouf, elle ferme le four parce que Gretel a de l'idée. Et là, tant mieux, la sorcière se transforme en grillé, en lardon. La petite va libérer le frère. Magnifique, il trouve des bijoux chez la sorcière. Ils rentrent chez eux et là, le père est content parce que, bon, il n'est pas content parce que la mère est morte, mais la méchante mère est morte. Ça arrange l'histoire. Le père avait regretté cette décision d'abandonner ses enfants. Un peu de personnalité quand même, il avait qu'à aller les chercher. Enfin bref, et du coup, il les retrouve, ils sont riches, ils ont des bijoux. Ce qui fait souvent rêver les enfants dans ce conte, c'est la maison en pain d'épices, la maison en crêpes, la maison en ce que vous voulez. Je me rappelle, il y a des années, chez... c'était quoi? Un cousin éloigné de ma mère et sa femme, ils avaient fait toute une fête de contes de fées. Et ils avaient fait notamment une maison en pain d'épices, une vraie petite maison en pain d'épices. C'était trop chou, je suis sûre qu'on l'a mangé, je m'en souviens plus. Et dans ce conte, bah bien sûr, on a peur de la sorcière. Enfin, vous avez la technique. S'il y a une sorcière qui vous dit d'aller vérifier si la cuisson est faite, vous faites les idiots. D'ailleurs, j'en parlais aujourd'hui à une collègue. Parce que, vous savez, je travaille en bibliothèque. Le service public, on s'occupe des gens, les gens font des demandes, les gens sont aimables ou pas. Certaines personnes sont très horribles, enfin bref. Et du coup, j'ai une collègue qui m'avait dit, bah moi, quelquefois, je fais la technique du veau mort. Coucou Mathilde. C'est-à-dire que je fais semblant d'être comme un bœuf mort, vous voyez. Donc les gens, ben, ils osent pas trop, quand ils commencent à déverser leur bile ou leur méchanceté, ils voient qu'il n'y a pas de répondant, il n'y a pas de réaction, il y a un veau mort en face, ils s'arrêtent. Il faut que je lui demande de me former à la technique du veau mort, ça pourrait m'aider quand les gens sont un peu... respirants. Bref, Hansel et Gretel à lire à partir de 5 ans quand même, peut-être 4-5 ans. C'est un peu flippant tout de même. Un truc beaucoup plus doux. Et j'avance parce qu'il y a déjà 8 minutes. L'oiseau qui avait avalé une étoile, de Laurie Cohen et Tony Desmureaux, chez La Palissade. Je ne sais plus si je vous l'ai présenté. C'est un pauvre oiseau. Bah, il n'a pas fait gaffe, il a avalé une étoile. Ça arrive à tout le monde. Enfin, surtout avec l'éclipse, hein, ça aurait pu vous arriver. Du coup, les phosphorescents. Du coup, c'est un problème. Pas pour cette image magnifique. D'ailleurs, je trouve ça génial comment il arrive à rendre phosphorescent le dessin. L'auteur, l'autrice, Laurie Cohen ou Tony Desmureaux. Chacun se répartit son travail. Les oisillons disent « Éloigne-toi, tu vas nous faire repérer par les aigles. » Les cerfs « Va-t'en, tu vas nous faire repérer par les chasseurs. » Les grenouilles « Va-t'en, tu vas nous faire repérer par les crocodiles. » Et donc chacun chasse ce voisin, on ne veut pas de toi, va-t'en. L'oiseau se met à pleurer et naît une magnifique fleur, on dirait une Edelweiss. Vous savez, je suis sûre que Fabrice chantonne derrière son écran la chanson Edelweiss dans la mélodie du bonheur. Edelweiss, Edelweiss, lou 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 lou. Oui, c'est une chanson, c'est dans l'hymne autrichien ou quelque chose comme ça. Bref, vous chercherez sur internet Edelweiss, la mélodie du bonheur, avec le magnifique acteur Christopher Plum, le regretté, qui chante ça. C'est sublime. Bref, on dirait un Edelweiss. Heureusement, quelqu'un s'approche. Il dit, elle est magnifique cette fleur. C'est toi qui l'as plantée?
Et désormais, voilà que l'oiseau se trouve improtégé. Et cet homme arrive devant un palais, au milieu du désert. Un palais magnifique. Le palais de Jasmine et Aladdin, peut-être. L'oiseau a enfin trouvé quelqu'un qui l'apprécie. Un magnifique album poétique à lire à partir de 2-3 ans. Un graphisme totalement différent, Chantal. Tu connais Anthony Brown, Marcel le rêveur. Anthony Brown est un dessinateur anglais qui adore dessiner des gorilles. Il y a énormément d'albums où il dessine des singes. Ses éditions École et Loisirs. Et bien Marcel, c'est un de ses personnages récurrents. On retrouve Marcel souvent. Marcel rêve. Il rêve qu'il est Elvis, mais oui, vous avez reconnu. Il rêve qu'il danse avec la grâce d'un gorille en tutu. Il rêve qu'il plonge, qu'il vole. Regardez, il y a des trucs marrants. Ça vous fait penser à un tableau, non? De Salvador Dali avec la montre qui dégouline. Et si vous regardez bien les dessins, il y a des bananes absolument partout. Et vous, est-ce que vous vous souvenez de vos rêves? Alors moi, avant, je m'en souvenais vachement bien, et maintenant, ça dépend. Soit, en fait, je pense que soit au réveil, on a une mémoire profonde qui fait qu'on s'en souvient très très bien, on peut le raconter à quelqu'un, soit, on n'y arrive plus. C'est mystérieux les rêves. Et le dernier, un petit documentaire sur l'Italie. Mes petites questions, chez Milan, dès 7 ans. Je vous avais déjà présenté des petits documentaires, donc là, c'est géographique. J'adore l'Italie. Avec mon mari et Aurore, on y est déjà allé plusieurs fois. Rome, Venise, les Pouilles, Naples, Florence, Pise. Enfin bref. Dans ce documentaire, on vous explique, on explique aux enfants, déjà, où est l'Italie. Ça peut aider. Comment s'est créée l'Italie? Ça, on le sait moins. Pourquoi les Italiens chantent Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Coucou Daphné, coucou Rosaria, mes amies italiennes. Le pape, et oui, c'est une personnalité italienne. Enfin, italienne. Il est américain, le nôtre, mais de maintenant. Mais en tout cas, ça se passe à Rome. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les pâtes, les pastas. Ben oui. Carnaval de Venise. Le tourisme en Italie. Et coucou Gwen, grande touriste en Italie. Pourquoi la tour de Pise, elle est un peu en torticolis? Le football, c'est le sport national. Bref, découvrez ou redécouvrez des choses sur l'Italie. Pour les petits et grands à partir de 4 ans. Nous passons ensuite à un livre hautement addictif. Préparez-vous, préparez-vous. The Prison Healer de Lynette Noni, c'est le tome 1. Alors j'ai cherché, healer, ça veut dire guérisseur. Nous sommes avec Kiva, elle a 17 ans. Elle est guérisseuse dans la terrible prison de Zalindov. Zalindov, dans ma tête, dans ce monde-là, on imagine un peu que c'est en Sibérie, vous voyez, un endroit inaccessible, un endroit compliqué, hostile, inhumain. Je vous cherche la carte de la prison de Zalindov. Et Kiva, je vais y arriver, a été mise en prison à 7 ans. En fait, des gardes, ou plus ou moins, ont arrêté son père. Quand celui-ci voulait défendre son fils... Non, je vais recommencer, ça va être compliqué. Alors, on y va, des gardes qui trucident un enfant. Le père le défend. La fille, c'est Kiva, elle veut défendre sa famille. On emmène le père et Kiva en prison. Kiva ne revoit plus jamais son père. Et Kiva grandit. Kiva a désormais 17 ans. Ça fait 10 ans qu'elle est dans la prison de Zalindov. Elle est guérisseuse, à essayer de soigner les prisonniers. Et puis elle les marque aussi au fer rouge. Un peu comme dans les camps de concentration. Elle leur met un numéro de matricule en forme de Z.
Et puis qui va, ça fait 10 ans qu'elle espère. Parce que parfois sur les prisonniers, il y a des petits papiers, il y a marqué « Courage, nous viendrons ». C'est ça, ouais, nous viendrons. C'est dit, ils vont venir un jour. Et puis un jour, c'est une blessée arrive, une femme, la reine des rebelles. Et il y a marqué « Maintiens-la en vie, nous arrivons ». Nous arrivons, ça change, nous viendrons un jour, quoi. Se dit, ça y est, enfin, ma famille va venir, enfin, ils vont venir me sauver de cet enfer. Cet enfer où elle tente de survivre avec son ami qui s'appelle Tip, qui est un jeune garçon qui bégaye, qui fait de son mieux, qui l'aide comme il peut, qui est hyper attachant, qui est une espèce de petite crevette sur pattes, et qui va dans cet univers compliqué pour soigner les prisonniers. Les prisonniers qui sont souvent malades, qui ont des maladies pas possibles. Bref, la durée de vie n'est pas très longue à Zanindorf. Et donc on dit que la femme blessée, comment elle s'appelle, évidemment je ne sais plus, cette reine rebelle va devoir subir les épreuves, des épreuves terribles de l'air, de l'eau, du feu et de la terre. Sauf qu'elle n'est pas du tout en état, elle est en train de délirer en gros. Et donc il va, c'est d'ici à marquer « Maintiens-la en vie, nous arrivons ». Il faut absolument que je maintienne cette femme en vie si je veux que ma famille vienne. Enfin, pour elle, c'est évident. Et donc elle dit, bah écoutez, un peu comme dans Hunger Games, Katniss prend la place de sa sœur pour les Hunger Games, les jeux de la faim, des épreuves mortelles, des combats, des affrontements, qui va décide de prendre la place de cette femme pour les épreuves de l'air, de l'eau, du feu et de la terre. Pour vous donner un exemple, l'épreuve de l'air, c'est par exemple si je vous disais, vous êtes dans cet immeuble, tu vois l'immeuble d'en face, tu sautes jusqu'à l'immeuble d'en face, on y va. Oui. L'épreuve de l'eau, c'est tu tiens 15 minutes sous l'eau. Et les autres, je ne vous dis pas, évidemment. Feu et terre, vous découvrirez. Bref, voilà qui doit lutter contre sa vie, qui veut absolument que sa famille vienne la sauver. Et bref. C'est passionnant, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un roman aussi addictif que ça. D'ailleurs, j'ai emprunté le tome 2 et le tome 3, évidemment. Je ne l'ai pas pris là, juste là, devant vous, mais le tome 2, ça ressemble à ça. Je vous montrerai de toute façon les tomes 2 et 3. C'est The Gilded Cage, la cage dorée si vous voulez. The Blood Traitor, le traître de sang. C'est un récit passionnant. Lynette Noni a un style dingue. Elle nous embarque dans son histoire. Il y a des retournements de situation, des choses qu'on n'avait pas vu venir. Un univers très bien construit. Et d'ailleurs, j'ai hâte de lire la traque des faucheurs qui s'appelle Shadow Reaper, qui est sa nouvelle série, trilogie, je ne sais pas, qui est sortie récemment. Si vous aimez les dystopies, les histoires de prison, les histoires de destin, de famille, lisez The Prison Healer, à lire à partir de 14 ans. Alors celui-là, on ne l'attendait pas. Le Calamity Club de Catherine Stockett, aux éditions Robert Laffont. Oui, c'est une épreuve non corrigée. Merci Laura's Reading, qui me l'a envoyée. Est-ce qu'elle est cool? Bref. Catherine Stockett. Mais oui, ça vous dit quelque chose. C'est l'autrice de La couleur des sentiments. Elle avait écrit ce roman en 2011. Ça parlait de quoi, La couleur des sentiments? C'est l'histoire de Skeeter qui retourne à Jackson, une ville dans l'Alabama dans les années 60 aux États-Unis. Inutile de vous dire que dans les années 60 en Alabama aux États-Unis, le racisme règne comme un dingue. Et Skeeter, elle veut avoir des nouvelles de sa nounou, Constantine. Pourquoi un jour, il n'y a plus jamais eu Constantine? Pourquoi celle-ci a disparu de sa vie? Et puis elle se décide à écrire, parce qu'elle adore écrire, elle voudrait être écrivain, elle va écrire un roman interdit sur les nounous noirs qui s'occupent des enfants blancs des familles riches. Ça ne se fait pas, on s'en fout des nounous noirs hein, dans ce monde-là, dans cette Amérique-là, ça fait des ordres. Mais Skeeter, elle est courageuse, elle décide d'écrire ce livre, La couleur des sentiments, qui avait été adapté au cinéma dans un film phénoménal. Je vous conseille le roman et le film. Bref, depuis 2011, on n'avait rien vu de Catherine Stockett. Et tout d'un coup, elle nous sort cette pépite. Le Calamity Club. Alors, c'est un bon pavé. Hein, ça peut vous caler le coude, si vous avez mal au coude. Plus de 650 pages. Au roman adulte, bien sûr. Nous sommes avec 3 personnages dans l'Amérique des années 30. Meg, qui a 11 ans, qui est abandonnée par sa mère, et puis qui se retrouve à l'orphelinat parce qu'elle est en train de crever de faim. Sauf que l'orphelinat, on va pas bichonner Meg. Hein. On va décider que c'est l'enfant qui est...
L'enfant désordre, l'enfant sale, l'enfant qui énerve, l'enfant qu'on... Et donc, à chaque fois, elle est mise à l'isolement, elle a de la bouffe dégueu, on s'occupe pas d'elle. Pauvre mec, heureusement, elle a son petit caractère, elle a sa force de vie, et surtout, elle espère qu'un jour sa mère va revenir la chercher. Pourquoi sa mère est partie, elle a jamais su. Nous sommes avec Birdie. Birdie qui décide d'aller aider sa sœur, Frances. Sa sœur qui tient... Attendez, évidemment, j'ai un trou. Qui va retrouver sa sœur. Et sa sœur qui est mariée, et quand elle arrive, Birdie, elle s'est dit, c'est bizarre. Son beau-frère n'est pas là, son beau-frère ne revient plus, son beau-frère a décidé de quitter le domicile, son beau-frère a décidé de quitter le domicile en prenant tous les sous, et elle va découvrir plein d'autres secrets, Birdie, à propos de ce foyer apparemment si parfait. Parce que sa sœur, c'est la fille parfaite, avec les petits cheveux bien bigoudis comme il faut, bien habillée, proprette, nickel. C'est un mariage d'apparence, c'est un mariage de richesse, c'est un mariage de raison, c'est un mariage de cœur. C'est ce que Birdie va vouloir savoir. Et enfin, nous avons Charlie. Charlie qui est une jeune femme abîmée par la vie, courageuse, qui a été internée de force dans un asile et qui veut à tout prix retrouver sa fille. Nous avons ces trois personnages que nous allons suivre. C'est une histoire magnifique. Alors, avec un mot à la mode, de sororité, si vous voulez, ça veut dire de sœur, de soutien entre femmes. On a de la débrouille, la dureté de la vie, de l'espoir. C'est tout un roman fleuve social magnifique, un grand, grand roman que je vous recommande si vous aimez les gros livres. Ensuite, une petite pause goodies, oui, qu'ai-je ramené de Slovénie. Alors, j'ai ramené un magnet de dragon que je vous présenterai la prochaine fois, qui s'appelle Ljubljana, comme la capitale de la Slovénie. Un dragon en bois. Oui, j'ai eu du mal à trouver des magnettes qui soient beaux, tout simplement. J'ai ramené Nivea Lemongrass and Oil. Oui, je sais, un gel douche Nivea, c'est pas spécialement slovène, mais c'était dans le supermarché et je connaissais pas celui-là. Alors Sarah, coucou, m'a dit que ça faisait odeur lemongrass and oil, ça faisait un peu vinaigrette quoi. Sauce au citron et huile. En tout cas, j'aime bien, c'est frais, je suis une salade heureuse. Quoi d'autre? Mon mari m'a offert un petit cadeau de vacances. Oui, Agathe. Il s'appelle Gatou, d'ailleurs, comme toi. C'est nos problèmes, nos problèmes. Un petit lama. Un lama stylo. C'est magnifique. Hein. Oui, je sais, le lama est mon animal préféré. Et vous, quel est votre animal préféré? Alors, je sais, Chantal, c'est son chien. Django, coucou. Mais d'autres, et vous, c'est quoi votre animal préféré? Sinon, je teste ce shampoing hydrating à l'eau de coco. Et ben, je cherchais un shampoing hydratant, c'est pas mal pour Aurore et moi, pour éviter d'avoir du foin sur la tête. Foin blond pour elle, foin brun pour moi. Voilà, si vous connaissez d'autres marques de shampoing hydratant, dites-moi, parce que j'ai demandé à une coiffeuse, je ne sais pas vous, mais moi je savais pas ma nature de cheveux. Alors quelquefois je prenais pour cheveux gras, quelquefois pour cheveux secs, quelquefois pour cheveux déprimés, quelquefois pour cheveux en folie, quelquefois pour cheveux sages. Bref, je prenais un peu ce qui m'inspirait. Et la coiffeuse, si j'ai bien écouté, m'a dit qu'en gros il fallait, pour les cheveux d'Aurore, les miens aussi, des shampoings hydratants. Donc si vous connaissez des marques de shampoings hydratants, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Pendant les vacances, j'ai emmené des petites crèmes hydratantes. Oui, vous savez mon addiction. Mais celle-ci était bien parce qu'elle était toute petite, 150 ml. Crème fraîche et fondante. Et ben, elle fait vraiment un effet frais. Elles sont hyper bon. Elle fait son pouvoir hydratant. Bref, elle est très bien. Chez Mixa, si ça vous intéresse. Vous savez que je vous présente toujours les stickers de Marianne So, mais j'avais découvert sur internet les carnets de stickers. Une fois, j'ai acheté ça, sans regarder évidemment de visuel interne. Grossière erreur. 700 journaling stickers chez Dessin et Tolera. J'avais acheté ça sur Amazon, n'est-ce pas? Alors vous avez en fait, c'est un carnet où il y a plein, c'est que des stickers. Le thème, beauté, etc. Alors moi, j'ai acheté, mais sans regarder vraiment le visuel interne. Je suis pas fan du style des dessins. Vous voyez ce que je veux dire? Du style des stickers. Ce qui est con, parce que tout le carnet a le même dessinateur, si vous voulez. Voilà, mais c'est pratique. Et j'en ai trouvé un autre récemment. Et là, j'ai regardé des visuels intérieurs. C'est de Urbanana. Enfin, c'est son nom, quoi. Sticker Book. Elle en a fait un autre qui s'appelle Les Jolis Stickers Anna. Vous avez un petit fil élastique.
C'est par thème, donc à chaque fois c'est un magasin, donc là c'est genre beauté, à chaque fois ça c'est des stickers. Vous avez quoi? Le cocooning, vous avez les glaces, donc à chaque fois un magasin différent avec des petits éléments associés. Ça peut vous servir pour décorer votre carnet de journaling, de gratitude, de ce que vous voulez, votre carnet de lecture, parce que les stickers de Marie-Anne So que j'aime beaucoup, elle fait pas tous les thèmes, donc ça me permet de varier. Voilà, vous pourrez retrouver ces sticker books sur le méchant A, ou la Fnac peut-être aussi. Voilà, et en plus ça peut s'emporter. C'est fini pour les goodies, arrêtez un peu. Ne soyez pas superficiels, reprenons. Alors, une grande découverte. Le Haut Royaume de Pierre Pével. Tome 1, Le Chevalier. Marianne va aimer. Oui, oui, tu vas aimer. Avec un loup et des épées. Qui est Pierre Pével? C'est un auteur français qui a 57 ans. C'est ça. Oui, c'est ça. Qui a écrit par exemple la trilogie Le Paris des Merveilles. C'est une trilogie de romans steampunk. De quoi? Steampunk, c'est quand c'est par exemple à la Révolution industrielle au 19e et vous avez une histoire avec des personnages, un peu de fantaisie, de magie, machin. Mais dans un Paris de la Révolution industrielle. Enfin, dans un monde de la Révolution industrielle. Le Haut Royaume. Ici, nous sommes un peu comme dans Monte Cristo. La scène commence, on va chercher au fin fond des geôles, de l'enfer, un prisonnier. Il ne s'agit pas de n'importe quel prisonnier, ni n'importe quelle prison. Il s'agit de Lorne, qui est le meilleur ami du prince. Ça fait au moins plus de 3 ans qu'il croupit dans cette prison. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas encore. Et il porte sur son corps même, comme un espèce de sceau, la marque du bannissement, avec une espèce de magie sombre qui parfois envahit son corps, etc. Lorne n'a qu'une envie dans la vie, à votre avis, comme le comte de Monte Cristo, se venger évidemment. Et donc, pourquoi lui? En plus, il était ami du prince, pourquoi le prince et le roi ne l'ont pas protégé? Nous sommes dans une épopée héroïque, en 5 tomes. Le chevalier, l'héritier, le roi, l'adversaire, l'émissaire. J'ai beaucoup aimé cette histoire qui se lit très bien, qui fera un super film à la Seigneur des Anneaux d'ailleurs. Le héros est courageux, mais il a aussi ses faiblesses, donc parfois il est juste une brute de violence. Parfois c'est sa magie sombre qui s'empare de lui, bien sûr. Et puis il veut pas faire de cadeaux, puisqu'on ne lui en a pas fait, et il n'en fera pas. Et on découvre aussi un peu les alliances et les complots et les traîtrises, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce que ce haut royaume? Qui est le roi? Qui est le prince? Qui est Lorne finalement? Pourquoi lui? Quel est son destin? J'ai hâte de lire la suite. Un roman adulte de plus de 500 pages. Un grand coup de cœur pour celui-là. Toc, 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 je cherche. Je vais retrouver, regardez la couverture, occupez-vous en attendant. Nos cœurs disparus de Céleste NG, aux éditions Sonatine. Alors si vous ne connaissez pas les éditions Sonatine, en général ils font des polars, super bien. Ici c'est pas tout à fait un polar, c'est plus dystopie. Nous sommes aux États-Unis. Bird, un jeune homme, je sais pas, il a 13 ans, 14 ans dans ma tête. Il vit avec son père sur un campus universitaire. Son père se crève à la tâche, il est magasinier de bibliothèque, il range des livres. Avant c'était un chercheur, avant c'était un érudit. Pourquoi est-il maintenant petit rat de bibliothèque au sens propre à se crever le dos? On ne sait pas. Et Bird, un jour, il décide d'enquêter sur la disparition de sa mère. Sa mère, c'était Margaret Mew, une poétesse, qui avait écrit d'ailleurs le recueil de poésie Nos cœurs disparus. Il va se lancer dans une enquête. C'est un roman passionnant, un roman effrayant, puisque c'est un roman qui semble tellement réaliste dans l'Amérique de Trump, qui pourrait être... D'ailleurs, l'autrice l'a écrit en 2023, je pense que ça fait référence à l'Amérique de Trump. Pourquoi? Parce que ça parle... Bird et son père sont d'origine asiatique. Ça nous parle de personnes asiatiques qui disparaissent, comme l'ICE, vous savez, cette espèce de milice qui traque les étrangers, qui vous pouvez rentrer chez vous, on vous enlève, vous ne savez pas où vos proches disparaissent, fini. Le pacte, c'est la politique de ce pays, de cet endroit-là. Toc, 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 qui veut dire
Preserving American Culture and Tradition Act. Oui, je sais, j'ai un accent de feu. Loi sur la sauvegarde de la culture et des traditions américaines. Nous promettons de protéger les valeurs américaines. Nous promettons de veiller les uns sur les autres. Donc, America First, à tout prix. Il y a aussi le contrôle des livres. Il y a des livres qui disparaissent, des censures de livres. Savez-vous qu'en 2025, plus de 3000 livres ont été censurés aux États-Unis. Et la loi 1467 de Floride contrôle les livres qui sont accessibles à l'école. Donc sur Internet, vous pouvez trouver les livres censurés. Je vous en cite quelques-uns. Des livres qui, entre guillemets, sont censurés parce que c'est violence, parce que c'est pas comme il faut, bref. Wicked, de Maguire. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, censuré. Beloved, de Toni Morrison. Maus, la BD de Spiegelman, où les nazis sont des chats, les souris sont les juifs. 1984 d'Orwell. La servante écarlate de Margaret Atwood. Le journal d'Anne Frank. Persepolis, la BD de Marjane Satrapi sur l'Iran. The Hate You Give d'Angie Thomas sur le racisme envers les blacks aux États-Unis. Carrie de Stephen King. Oui, Stephen King est beaucoup dans la liste de censure américaine. Pourquoi, je ne sais pas. Parce que peut-être que l'horreur n'est pas comme il faut. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Les raisins de la colère de Steinbeck. Carrie, Stephen King. Ce sont que des exemples de certains livres censurés. Bref, ce roman est passionnant parce que non seulement on suit l'histoire de Bird, mais surtout parce que ça résonne vraiment très très justement avec ce qui se passe aux États-Unis. Je vous lis quelques extraits. Ne dormez pas, c'est bientôt fini. Tout le monde savait que les parents de Sadie avaient été jugés inaptes à s'occuper d'elle et que c'était pour ça qu'elle avait atterri dans sa famille d'accueil et dans cette école. Sadie, c'est l'amie de Bird. On entendait toutes sortes de rumeurs à leur sujet, que même si la mère de Sadie était noire et son père blanc, c'étaient des sympathisants pro-chinois qui trahissaient l'Amérique. Toutes sortes de rumeurs sur Sadie aussi, que lorsque les policiers étaient venus la chercher, elle en avait mordu un et était repartie en hurlant vers ses parents et qu'ils avaient dû l'emmener menottée. Que ce n'était même pas sa première famille d'accueil, qu'il avait fallu l'en changer à plusieurs reprises en raison de tous les problèmes qu'elle causait. Que même après qu'on leur avait enlevé leur fille, ses parents avaient continué à attaquer le pacte, comme s'ils se moquaient pas mal de la récupérer, qu'ils avaient été arrêtés, croupissaient quelque part en prison. Bird supposait qu'il y avait aussi des rumeurs sur lui, mais il n'avait pas envie de les connaître. Alors... Ah oui. Alors là, c'est quand Bird va dans une bibliothèque. Il désigne d'un geste vague la table contre le mur du fond où 5 ou 6 portables sont à la disposition des élèves, des ordinateurs. La plupart de ses camarades font leurs recherches sur leur téléphone, mais le père de Bird refuse qu'il en ait un. Il n'en est pas question, dit-il. Si bien que Bird est l'un des rares à se servir des ordinateurs de l'école. Derrière cette table se dresse une bibliothèque vide. Bird n'y a jamais vu le moindre livre. Mais elle est toujours là, fossile d'une époque résolue. Savez-vous, leur avait expliqué leur professeur l'année précédente, que les livres en papier sont obsolètes dès l'instant où ils sortent de l'imprimerie. Parce que le monde change à la vitesse de l'éclair, blablabla, et la compréhension que nous en avons aussi. Nous voulons être sûrs que vous disposiez des informations les plus récentes. Comme ça, nous sommes certains que vous n'utiliserez rien qui soit dépassé ou inexact. Vous trouverez ici en ligne tout ce dont vous avez besoin. Mais où est-ce qu'ils sont passés avait demandé Sadie, intrépide, encore nouvelle dans l'établissement. Les livres, avait-elle précisé, devaient bien en avoir avant, sinon il n'y aurait pas de bibliothèque. Du coup, où est-ce que vous les avez mis? Le sourire de la professeure s'était élargi puis raidi. On a tous des capacités de stockage limitées, avait-elle répondu. Alors on a éliminé les livres qui nous semblaient inutiles, inadaptés ou périmés. Dernier extrait. Ça, c'est quand Bird vient aider son père à la bibliothèque. Pendant que son père parcourait les étagères et glissait les livres un à un aux emplacements d'où ils provenaient, Bird faisait courir ses doigts sur le dos des reliures dont les lettres avaient perdu leur dorure depuis le belle lurette, en respirant l'odeur si caractéristique de la bibliothèque. Un mélange de poussière, de cuir et de glace à la vanille fondue, tiède comme une odeur de peau. Il trouvait ça à la fois troublant et apaisant, cet épais silence, comme une couverture de laine qui enveloppait tout. Et dessous, une grosse créature tapie à l'affût. Ça n'en finissait jamais, les piles de livres qu'il fallait remettre en rayon, la constante et insistante réitération de l'ordre, et l'idée était vertigineuse. Savoir que derrière telle ou telle étagère, il y en avait des centaines d'autres, des milliers de livres, des millions de mots. Parfois, quand son père venait de réinsérer un ouvrage à sa place, de réaligner les dos, Bird avait la tentation de balayer toute la rangée d'un grand geste, de la faire basculer comme des dominos sur la suivante, puis la suivante encore à l'infini, déchirant en lambeaux le silence étouffant.
etc., etc. Un grand livre à lire d'urgence. Nos cœurs disparus de Céleste Ng. Qu'ai-je acheté comme livre récemment? Une histoire de sirène. Oh oui, je sais, vous savez que j'aime les sirènes. Le cri des profondeurs de Kali Cassidy. Collection Robert Laffont. R, c'est pour la collection Ado de Robert Laffont. Et la suite, La Mélopée des abysses. T'as vu, Swazik, ça brille. Hein. Et pour Swazik, coucou. La librairie des rêves les plus fous de Gracie Page chez Robert Laffont, avec un magnifique jaspage, un petit feel good. Écoutez mes petits poulets, vous aimez les vidéos longues? Elle est longue, alors enjoy it. À bientôt.